Le numéro 33 de la JLMB est consacré à la matière du droit judiciaire, la procédure civile. Il s'ouvre par 3 arrêts de la Cour constitutionnelle. Les 2 premiers sont datés du 25 mai 2016. Le premier d'entre eux porte sur la question de la responsabilité solidaire du commettant en cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale par ses sous-traitants. Et il porte sur la question de savoir s'il ne serait pas contraire à nos principes constitutionnels qu'il n'y ait pas de possibilité pour le juge de réduire la condamnation qui est portée par le commettant lorsque celui-ci n'a qu'une responsabilité relative dans le non-paiement de ses cotisations. Et la Cour constitutionnelle de répondre que la volonté du législateur était de sanctionner la fraude sociale et que dès lors, le préjudice que peut subir le commettant lorsqu'il est condamné à payer l'intégralité de ses cotisations n'est pas disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. Deuxième arrêt, toujours du 25 mai 2016, cette fois-ci en matière de compétence lorsqu'un litige locatif oppose 2 entreprises et qu'il est porté en degré d'appel. Il est alors porté devant le tribunal de première instance et non le tribunal de commerce qui est le juge naturel des commerçants. La Cour constitutionnelle, à nouveau, de répondre que c'est au législateur de fixer la compétence et qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée aux droits des commerçants. Le troisième arrêt est lui daté du 16 juin 2016. Il porte sur l'absence de possibilité de frapper d'appel une ordonnance qui remplace un notaire liquidateur dans une procédure de liquidation-partage. La question venait du fait que lorsqu'une ordonnance désigne ce notaire liquidateur, l'appel est autorisé. Mais la Cour constitutionnelle considère qu'il y a là 2 situations différentes, que le droit d'appel n'est pas un droit absolu en matière civile et que dès lors on ne peut sanctionner cette disposition législative. Suivent des arrêts de la Cour de cassation en matière de mise en état judiciaire. Le premier du 12 février 2016 valide l'usage de la télécopie pour la transmission de conclusions au greffe. Et le second, du 8 avril 2016, porte sur la question de délais successifs dans la mise en état. Une partie a omis de conclure dans le délai qui lui était imparti, ou elle a conclu en retard dans ce délai, et elle souhaite se rattraper, si on peut utiliser cette expression, lors du délai subséquent. Et la Cour de cassation considère qu'il faut apprécier au cas par cas que lorsqu'il n'y a pas eu de volonté de tromper la partie adverse et que celle-ci a eu la faculté de répondre, ce qu'elle avait d'ailleurs fait en l'occurrence, il n'y a pas lieu de sanctionner la partie qui avait eu un retard dans le cadre de son premier délai. Un autre arrêt de la Cour de cassation porte sur la question de l'acquiescement tacite, c'est un arrêt du 15 avril 2016. Une partie avait payé volontairement, non pas les sommes auxquelles elle avait été condamnée, mais des sommes qui résultaient d'une expertise qui avait suivi un arrêt qui lui était défavorable. Et on considère qu'en payant sans réserve ces sommes, qui résultent donc d'un rapport d'expertise pris en exécution d'une décision, la partie doit être considérée comme y ayant acquiescé tacitement. Un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 25 novembre 2015 porte sur le règlement collectif de dette. Il s'agit de sanctionner une personne qui avait entendu poursuivre une procédure qu'elle avait entamée avant l'ouverture de la procédure, mais sans avoir averti le médiateur, ni bien sûr obtenu l'autorisation du tribunal du travail. Un autre arrêt de la Cour d'appel de Liège du 23 décembre 2015 porte sur la rectification d'une décision. On sait que de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en cette matière. Il s'agit ici de valider la possibilité pour la Cour d'appel de rectifier un jugement qui avait omis dans son dispositif une condamnation qui résultait clairement des motifs de l'arrêt.
Enfin, une décision du tribunal de première instance de Liège du 1er septembre 2016 aborde la question de l'astreinte et plus précisément de la remise de l'astreinte en cas d'impossibilité matérielle d'exécution de la condamnation. Et ceci pour préciser que cette demande de remise d'astreinte en cas d'impossibilité matérielle ne peut pas aboutir à donner à la partie condamnée le droit de contester la décision qui a été prononcée initialement et de remettre en cause ses conclusions juridiques. C'est un numéro qui a été préparé par Frédéric Georges.